Voilà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue déjà au Midi Pile du Centre d'Action Laïque. C'est vraiment pour nous... on est très heureux de vous accueillir en présentiel. Les Midi Pile, c'était des réunions, des débats qu'on faisait sur des sujets de sociétaux avant la pandémie en présentiel. Là, on peut enfin revenir en présentiel, donc on est vraiment très content de vous accueillir. C'est une première chose. Alors, on a décidé effectivement d'ouvrir ces nouveaux Midi Pile sur l'enseignement. On sait que c'est un sujet central pour la société et encore plus en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va discuter des réseaux, de la structure de l'enseignement, de son organisation. Et pour ça, alors il y a quelques retardataires parce qu'ils sont encore en commission. On parle de référentiel, on va peut-être en parler encore aujourd'hui, mais ils vont arriver. Donc pas d'inquiétude, mais comme on sait le temps de chacun précieux, on va déjà commencer la discussion et l'échange ici aujourd'hui. Donc je voudrais remercier déjà Laurent Léonard, Alice Bernard et Laurent Debry d'être avec nous et de représenter leurs partis respectifs. Alors première question, on a différents réseaux, une spécificité en tout cas en Belgique, l'existence de différents réseaux. Est-ce que, de but en blanc, est-ce que les réseaux correspondent-ils encore à la réalité, au choix des parents surtout, et à la manière dont les parents envisagent leur scolarité par rapport à leurs enfants? Donc selon vous, est-ce que c'est encore, à ce moment-là, est-ce que ça correspond encore à la réalité des parents? Monsieur Léonard, je propose que vous commenciez, parce que vous êtes le plus proche. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre quand on parle dans le micro et qu'on ne s'entend pas. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord pour cet accueil. Alors je pense que c'est un débat particulièrement important, même si on a eu tendance, un certain temps, à oublier cette référence qui me semble toujours importante. Alors, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire que tout d'abord, au niveau des parents, quand on discute avec les parents, on ne ressent pas toujours cette importance. Les parents vont se baser régulièrement dans la même équipe qui est dans telle école, et donc on va l'y mettre. Un enseignant qu'on connaît bien et voilà, avec qui on a des affinités, donc c'est intéressant, on va le mettre, la proximité. Premier élément, probablement, c'est la proximité. Ou bien tout simplement parce que c'est une école qui fonctionne bien, dans laquelle on apprend bien, et donc n'y mettrait-on pas nos enfants. Alors, je pense profondément que la société a évolué et que la dépilarisation de la société est un élément qui a fait que, pour bon nombre de parents, il y a une forme, je vais dire, d'apathie, donc d'indifférence, et donc on met son enfant dans une école parce que, parce que elle est proche et ça se passe bien. Alors, je pense qu'il faut distinguer l'évolution en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, on va voir que dans le fondamental, tout d'abord, on va avoir une école plutôt de proximité. Donc le maternel, le primaire, on met les enfants près des grands-parents, c'est une école du village, c'est une école de proximité, et donc on a tendance à y mettre l'enfant. Quand on va évoluer avec l'âge, on va plutôt avoir tendance à voir que les parents s'orientent vers des écoles, que ce soit des écoles peut-être par rapport à une école technique, une école professionnelle ou de l'enseignement général. On a un indice socio-économique qui est assez même, quel que soit l'établissement dans lequel on va. C'est nettement moins vrai quand on arrive dans le secondaire. Et là, on voit clairement qu'il y a une forme de ségrégation qui existe et donc une inégalité qui se crée entre les élèves parce qu'on va choisir tel et tel. Et je pense que là, il y a réellement un travail à faire au niveau de nos réseaux d'enseignement, parce que ça ne correspond plus
aux besoins et aux demandes des enfants, et surtout à ce que doit être l'école. Parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est pouvoir élever l'enfant au maximum de ses potentialités. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous, et merci aussi pour l'invitation. Donc, je pense effectivement aborder la question des réseaux scolaires. C'est une question en fait qui est très très vaste, parce que pour les parents, je pense que la préoccupation c'est quelle est la meilleure école pour donner le meilleur avenir à mon enfant. Et chaque parent voudrait trouver cette école qui correspond à le plus de chances possible pour ses enfants. Mais en même temps, on voit qu'il y a un tas de circonstances qui font qu'on se retrouve avec beaucoup d'inégalités entre les écoles. Donc, Laurent l'a déjà dit, quand les enfants sont petits, en général, on cherche l'école la plus proche, l'école du quartier, l'école du village, l'école qui demande le moins de déplacement. Mais plus l'enfant avance en âge, plus on cherche effectivement l'école, et c'est en général avec l'école secondaire, l'école qui va donner le plus de chances. Et là, on se retrouve avec beaucoup de questions dans la tête des parents. Et je pense que la question du réseau est devenue relativement secondaire. Les parents cherchent la meilleure école, et la meilleure école, c'est l'école qui a la meilleure réputation. Et à la limite, on s'en fout qu'elle soit du réseau libre ou du réseau officiel, du moment qu'elle a la bonne réputation. Et du moment qu'elle ne coûte pas trop cher. Et c'est d'ailleurs aussi un critère de sélection, quel que soit le réseau. Il y a des écoles où on doit payer plus que d'autres pour pouvoir y inscrire son enfant. Et donc, ça rend les choses compliquées pour les parents. Et on arrive à la fin, effectivement, à une sorte de ségrégation, à même des écoles ghetto. Il y a les écoles des pauvres et il y a les écoles des riches. On ne peut pas tourner autour de cette réalité, on le sait. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire pour donner à toutes les écoles les moyens pour permettre de donner la formation aux enfants, de sorte qu'ils soient capables de répondre aux défis de la société de demain. Mais bonjour à toutes et bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, je suis en fait très largement d'accord avec ce qui vient d'être dit tant par Alice Bernard que par Laurent Léonard. Et du coup, moi, j'ai un peu l'impression qu'on mêle deux questions qu'il faut bien clarifier. Il y a la question des inégalités et qui ne me paraît pas pouvoir être réductible à la question des réseaux. Les inégalités au sein de chaque réseau sont aussi très 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 importantes. Donc il ne faut pas croire qu'il y a un réseau où il n'y a que des écoles UP avec des indices socio-économiques très élevés, que dans les autres réseaux ce serait l'ensemble des écoles avec des indices socio-économiques faibles. Notamment la localisation géographique avec le décret inscription, au moins autant d'importance, si pas pour en fait plus que l'appartenance à un réseau pour déterminer les indices socio-économiques par exemple. La question de la réputation aussi. Et donc, je crois aussi que, comme ça a été relativisé à l'instant, le choix des parents ne se fait plus nécessairement en fonction d'un réseau privilégié, mais d'abord pour quelle est l'école qu'on pense être la meilleure, effectivement, ce qui a été dit au terrain de foot, à la buvette, etc., les contacts sociaux et autres. Tout cela a beaucoup d'importance. Alors, parfois, implicitement, ça signifie que ça privilégie un réseau parce qu'on a une socialisation qui font que les personnes proches de nous sortent plus eux-mêmes d'école d'un certain réseau. Il y a donc une certaine forme de reproduction, par exemple, qui se fait, mais c'est plus forcément une démarche, en tout cas consciente. Moi, je veux absolument que mon enfant aille dans une école d'un réseau plutôt qu'un autre. Je crois qu'il reste quand même, donc ça c'est sur la question des inégalités que j'aurais tendance à distinguer donc, de la question des réseaux. Si maintenant je viens sur la question des réseaux, je crois que ceux-ci sont en transformation importante, mais qu'il reste des différences entre les réseaux, qui ne sont plus tant liées, par exemple, à la question du rapport aux convictions religieuses. Donc, l'enseignement catholique, pour le dire comme il s'appelait, d'abord, et de plus en plus l'enseignement libre, ou une des formes d'enseignement libre, et se distingue de plus en plus, avant tout, par sa forme organisationnelle. Ce n'est pas un enseignement organisé par l'État, c'est un enseignement fondamentalement organisé sur une logique associative. Et cette distinction-là, elle reste assez importante.
mais la dimension, la déconfessionnalisation au sein des écoles catholiques, certainement de la population scolaire, mais également parmi le corps professoral, est très importante. Et donc, j'aurais vraiment l'impression que c'est d'abord cette logique associative qui distingue l'enseignement libre. D'ailleurs, un réseau qui est très actif aujourd'hui, qu'on a tendance parfois à oublier, c'est le libre non confessionnel, qui crée énormément de nouvelles écoles, qui se caractérisent notamment par des pédagogies davantage actives et qui a énormément de succès, où on trouve aussi une logique associative extrêmement forte. Donc, il reste des différences entre les réseaux, mais liées davantage à la structure organisationnelle. D'ailleurs, entre WBE et une école communale, il y a aussi des différences organisationnelles et les forces et les faiblesses organisationnelles ne sont pas les mêmes. Mais voilà, ce que je voudrais en tout cas, parce que implicitement la question pouvait essayer de faire un lien, je crois que c'est une erreur d'aborder la question des inégalités, qui est une question fondamentale, sous l'angle privilégié de la question des réseaux. Merci pour ce premier tour de table et on va peut-être justement prolonger la discussion justement sur les inégalités parce que on peut aussi se dire que on sait, selon la littérature scientifique globalement, que les enquêtes PISA nous le démontrent aussi, que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne forme pas finalement de mauvais élèves, mais elle reproduit les inégalités. Et donc à partir de ce moment-là, et ça va peut-être être un peu une reduite, mais comme ça permettra aussi aux autres de se prononcer là-dessus. À partir de ce moment-là, si on a une existence des réseaux qui favorise une ségrégation, comme on en a parlé, est-ce que cette ségrégation-là n'est-elle pas un facteur d'inégalité? Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne doit pas tout doucement avancer vers des synergies, des coordinations vers un réseau unique ou pas? Alors, je pense profondément, et d'autant plus que voilà, j'entends que tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a plus tant de différence d'un point de vue confessionnel. Hein, et donc, par là, de l'existence même des réseaux. Parce que si je reviens à l'article 24 de la Constitution, ou au principe même de cette liberté d'enseignement, les réseaux ont été créés sur base de ces convictions religieuses d'un côté et pour l'enseignement officiel plutôt neutre ou laïque au sens républicain du terme, je vais le dire ainsi. Si effectivement on ne visualise plus les différences, pourquoi doit-on garder des réseaux dès le moment où en plus ils sont financés, presque majoritairement, hein, pour une bonne part en tout cas, par des pouvoirs publics. Aussi, si je rebondis sur ce qui a été dit par Laurent, partir sur un principe d'association, comme c'est le cas notamment pour des ASBL, etc., est-ce qu'on y voit réellement la main du service public, d'un service public organisé et qui gère donc ces établissements? Est-ce qu'on peut reconnaître à une ASBL cette continuité de service telle qu'on peut le reconnaître au niveau d'un service public? Ce sont des questions vraiment pour lesquelles je pose la question, hein, donc soyons très clairs. J'ai bien évidemment mon avis sur la question, mais je pose les questions. Tout comme toutes les différences, et je sais qu'on revient à chaque fois là-dessus, mais comme on m'avait dit il y a quelques mois, qu'on m'avait mis au défi de citer quelques différences objectives, évidemment je me suis fait plaisir, donc j'en ai relevé quelques-unes, mais il y a encore réellement des différences objectives, je trouve, entre un service public organisé donc, par le secteur public et à côté de ça, une structure qui est une structure privée telle qu'on le voit dans l'enseignement libre. Donc voilà, je me pose la question, mais donc oui, pour avancer, pour avoir une fusion, en tout cas une réflexion sur ce que doivent devenir les réseaux demain, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments. On a parlé tout d'abord du côté social, on peut parler du côté économique, on peut parler de politique ou encore même d'efficacité au niveau de la gestion. Et donc avancer, oui, mais sur quel modèle?
Mais si on veut repartir de la question des inégalités, et donc effectivement les résultats des enquêtes PISA continuent à dire que l'enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles est un enseignement inégalitaire et qui conjugue les inégalités avec les questions de ségrégation sociale. Et je pense que l'existence de différents réseaux d'enseignement contribue à cette inégalité, puisque c'est des réseaux qui sont en concurrence. Et même à l'intérieur des réseaux, les écoles sont en concurrence. Donc on a effectivement une sorte de marché entre les écoles, où chaque école essaye de montrer quelle est la meilleure, qu'elle offre des avantages ceci ou des modèles d'éducation cela. Donc chaque école cherche évidemment à se présenter sous son meilleur jour, puisqu'il y a une partie du financement qui est fonction du nombre d'élèves inscrits. Donc il y a cette concurrence entre les réseaux et dans les réseaux entre les écoles. Et donc je pense que c'est dans la diminution de cette concurrence entre écoles qu'on doit chercher une solution. Donc il faudrait arriver à ce que toutes les écoles puissent offrir à tous les enfants les mêmes objectifs, mais aussi les mêmes moyens pour que les enfants réussissent dans leur apprentissage. Et donc là, il y a évidemment pas mal de choses à prendre en compte. Je pense qu'il y a certains aspects dans les intentions du pacte pour un enseignement d'excellence qui pourraient aller dans ce sens-là, hein, puisqu'on a, par exemple, le tronc commun permettrait, si les moyens pour le mettre en œuvre partout suivent, et ça c'est peut-être une autre question pour tout à l'heure, donc voilà, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller, donner à toutes les écoles les moyens pour donner une formation d'excellence aux enfants. Et dans ce sens-là, effectivement, essayer de trouver des synergies, des rapprochements, des coopérations, enfin, toutes les formules sont possibles, parce qu'effectivement, quand on a les pouvoirs publics qui sont responsables de l'éducation des enfants, ils doivent montrer de quoi ils sont capables, et ils doivent le montrer partout. Dans ce sens-là, peut-être, enfin, nous, personnellement, au PTB, on regrette la création de WBE, par exemple, parce que d'un enseignement organisé par les pouvoirs publics, on passe à la création d'un réseau qui est sur le même pied que les autres. Donc, est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas là commis une faute de déresponsabilisation par rapport à l'ensemble de leur mission d'enseignement? Mais donc, c'est peut-être une question qu'on pourra aborder tout à l'heure. Alors, sur PISA, la première chose, d'abord, pour être un tout petit peu plus optimiste, enfin, on va aller dans le sens que vous disiez, nous ne formons pas des mauvais élèves d'ailleurs. On sait que les tests PISA sont faits à l'âge de 15 ans. Alors si on regarde les résultats des enfants qui sont à l'heure, donc qui n'ont jamais doublé à 15 ans, leurs résultats sont loin d'être si mauvais. Un des gros problèmes, c'est que beaucoup d'enfants de 15 ans ne sont pas à l'heure, et donc le taux de redoublement est très important, et du coup, fatalement, ils n'ont pas, s'ils sont en première secondaire, s'ils ont doublé 2 fois, ils n'ont pas les attentes que l'on pourrait avoir d'un enfant de 15 ans qui serait en troisième secondaire. Donc c'est important de distinguer cet effet du redoublement, qui est aussi un débat important, mais, et les autres formes de remédiation pour faire en sorte que les enfants de 15 ans soient autant que possible dans les niveaux de compétences et de savoir qui sont attendus pour eux. Donc, ce n'est pas pour relativiser les tests PISA, il y a vraiment, ils sont révélateurs d'un véritable problème, mais qui n'est pas un problème qui concerne tous les enfants, qui est un problème qui concerne les enfants qui, essentiellement qui sont en retard, pour le dire de manière un peu caricaturale. Deuxième chose, vous avez redit dans la question que les réseaux favorisaient la ségrégation. Je ne suis pas sûr que ce soit les réseaux qui favorisent la ségrégation. En tout cas, je répète, je ne pense pas que ce soit l'élément le plus important. Et d'ailleurs, Alice Bernard, vous venez de dire, il y a des concurrences entre les écoles, entre les réseaux, mais aussi entre les écoles au sein d'un même réseau. Et donc, c'est peut-être davantage, de nouveau, ce n'est pas lié au problème du réseau, c'est lié à la question des concurrences entre les écoles, du marché, effectivement, du manque de coopération. Les réseaux ne facilitent pas ces coopérations, donc je ne le nuancerai pas, mais il y a quand même ces éléments-là qui sont plus larges et qu'il ne faudrait pas qu'en se focalisant sur les réseaux, on loupe
les facteurs primordiaux de ces questions. Alors, je vais aller dans le sens de Laurent Léonard. Oui, on peut aller vers un rapprochement entre les réseaux, vers une harmonisation des écoles, une harmonisation de leur financement. On y est tout à fait favorable. Mais là où, par contre, je me distingue clairement tant d'Alice Bernard que de Laurent Léonard, c'est que nous croyons à l'efficacité plus grande de la logique associative, au service public fonctionnel, plutôt que nécessairement au service public organisationnel. On pense qu'il est important d'avoir à la fois quelqu'un qui peut réguler, évaluer, fixer des objectifs, encadrer, et un opérateur qui ne soit pas le juge et partie en même temps. Donc il y a une pertinence d'avoir cette distinction entre pouvoir organisateur et pouvoir régulateur. Que la logique associative, elle double l'engagement professionnel des personnes qui participent de l'école dans leur cadre de leur métier, d'un engagement plus associatif de personnes qui croient à un projet, qu'on crée une dynamique qui explique le succès aussi de l'enseignement libre. Donc ces éléments-là, voilà, finalement, c'est les mêmes questions, c'est les mêmes constats, mais une réponse sans doute symétrique à celle que Laurent Léonard ou Alice Bernard suggéraient. D'ailleurs, la création de WBE participait de cette idée de distinguer pouvoir régulateur et pouvoir organisateur. Il est logique que vous le regrettiez, il est logique qu'au contraire, nous y soyons favorables. D'ailleurs, on en porte une certaine responsabilité. Voilà. Eh bien, nous accueillons nos trois invités. Donc merci en tout cas d'être présents. On est désolé, le temps étant précieux chez chacun, commencer, mais on savait que ça permettait aussi de commencer et puis de vous faire rattraper. Alors, on avait commencé par deux questions et je vais justement vous passer le micro à ce sujet. On a évidemment parlé, c'est le sujet de ce midi, des travaux de ce midi, on a parlé de l'architecture de notre enseignement et notamment au regard des inégalités scolaires, mais aussi du choix des parents. Alors, c'était deux questions qu'on va rassembler en une. Globalement, pour vous, est-ce que vous avez l'impression, vous aurez le droit de boire, etc., vous inquiétez pas, parce que je sais que c'est parfois pas évident d'arriver comme ça à un débat, mais est-ce que vous avez l'impression que la réalité architecturale de notre enseignement, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, correspond encore aux défis auxquels la Fédération Wallonie-Bruxelles doit faire face? Donc voilà, c'est un peu libre. Je ne sais pas si quelqu'un préfère commencer. Madame Cortis, je vous en prie. Bonjour à toutes. Oui, peut-être chose. En fait, on n'a pas de retour, mais par contre, pour l'enregistrement, c'est intéressant de parler dedans. Donc voilà. Bonjour à tout le monde et merci, désolé pour ce retard. Nous sommes en train de discuter des référentiels, les nouveaux référentiels en commission enseignement. Donc c'est beaucoup de travail aujourd'hui. Excusez-moi aussi parce que je suis un peu enrhumée. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'architecture de notre enseignement à l'heure actuelle, l'EMR estime qu'effectivement, si on repartait d'une page blanche, il faudrait un réseau unique. Mais ça, c'est un idéal, une utopie. Ça ne tient pas compte de tous les antécédents historiques, des guerres scolaires, du pacte scolaire qui a été conclu, ni de ce qui est du coup prévu dans la Constitution, la liberté de choix des parents. Donc, plutôt que de venir sur ce sujet, je pense qu'il ne sera jamais résolu, un réseau unique en intégrant le libre et l'officiel ensemble, je pense qu'on doit avancer sur des propositions plus réalistes. Alors j'ai entendu très récemment le CECP proposer de fusionner en quelque sorte, en passant d'abord via une coupole avec le CP11. Ce serait une première étape. Alors on peut regretter peut-être de passer par une coupole et donc par une étape intermédiaire. Pourquoi pas directement alors fusionner ces fédérations de pouvoir organisateurs pour ensuite, et là pourquoi pas une coupole, se rapprocher de pour avoir un réseau officiel et un réseau libre auquel on ne toucherait pas en tant que tel. Alors vous parlez de quasi-marché scolaire, d'inégalité. Ben pour nous, il y a deux principes essentiels dans notre enseignement. C'est la liberté de choix des parents, liberté de choix qui est garantie par la Constitution, et la liberté pédagogique des écoles. Et on estime que c'est une richesse dans notre enseignement d'avoir plusieurs choix entre des projets pédagogiques différents. On n'est pas pour tout interdire. J'entends des fois au
où on veut interdire aux écoles de faire de la publicité. Je pense qu'il y a des écoles qui ont besoin de faire cette publicité. On doit effectivement lutter contre la concurrence entre les écoles, mais on doit surtout venir en aide aux écoles en difficulté sans empêcher les autres de développer leurs projets pédagogiques dans quelques réseaux que ce soit. Et pour ça, je reviens au pacte, il y a l'encadrement différencié, mais le pacte prévoit aussi deux autres dispositifs que sont les plans de pilotage et contrats d'objectifs et les dispositifs des écoles en ajustement. Donc, je pense qu'on va vraiment travailler là-dessus, mais nous, on est pour la liberté de choix, pour la liberté pédagogique des écoles. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, toutes mes excuses également pour le retard, dans la mesure où c'est un jour important en commission. Simplement, pour commencer, j'aimerais dire que moi, en tant que député et en tant qu'enseignant, puisque je suis enseignant en congé politique, ce que moi j'ai constaté, c'est que effectivement la question des réseaux est essentielle. Néanmoins, que ce soit pour le débat sur les bâtiments scolaires, que ce soit pour le décret sur les pôles territoriaux, ce que moi j'ai observé, c'est que dans tous les réseaux, on a des problèmes d'inégalité liés au marché scolaire, dans tous les réseaux. Et en fait, ma question aujourd'hui, j'ai une réponse en partie, c'est si on fusionne en devenant un réseau unique, est-ce que tous les problèmes seraient réglés? Ça, c'est ma première question. D'autant plus que c'est intéressant, quand on lit l'histoire de la Belgique, je me pose la question, est-ce qu'on serait arrivé à créer ce pays s'il n'y avait pas eu ce pacte entre catholiques et libéraux à l'époque? Et donc, c'est un poids historique important. Néanmoins, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un quasi-marché scolaire qui est générateur d'inégalités. Ça, c'est essentiel. Et donc, la première chose, c'est l'intérêt de l'enfant, quel que soit le réseau dans lequel il se trouve. Ça, c'est la première chose de base. Et donc, tous les dispositifs qui doivent être mis en place dans tous les réseaux, y compris parfois de manière incitative ou en prenant des mesures qui amènent les écoles à pouvoir lutter contre cette concurrence scolaire qui se met en place. Et là, je peux comprendre que certains veuillent faire de la publicité, mais on sait que ce que ça génère en termes d'image auprès des parents, quand ils font leur choix, ça c'est absolument essentiel. Il faut voir comment nous devons travailler là-dessus. Et donc, ce n'est pas, disons, l'aspect réseau n'est pas le seul aspect qui génère des inégalités. Maintenant, je suis d'accord avec le fait que, concernant le réseau officiel, nous sommes pour la proposition qui a été faite par le CECP récemment, qu'il y ait une réflexion, effectivement, qu'on puisse aller par étapes. D'abord, qu'on parle de la convergence des réseaux. Je pense que le compte n'y est pas encore, pour le moment. Il y a des discussions entre réseaux, il y a un travail interréseau qui est fait, mais au début de la législature, je me rappelle que nous avons eu ce débat en commission et tous les partis étaient favorables à ce qu'on aille vers plus de convergence. D'ailleurs, dans la DPC, c'est une des exigences qui est posée. Et ce que nous avons remarqué, tant dans le débat sur les bâtiments scolaires que dans le débat sur les pôles territoriaux, c'est que cette concurrence entre réseaux, elle est encore là. Et il y a un travail à faire en termes de convergence. Il faut trouver de nouveaux outils pour amener les réseaux à pouvoir travailler ensemble et à créer des ponts. Je prends l'exemple de la pénurie. Donc nous avions eu ce débat en commission et on s'est dit, parfois quand les enseignants passent d'un réseau à un autre, ben, leur ancienneté n'est pas toujours reconnue. Et donc ça cause un problème. Et donc certains ont du mal à pouvoir changer de réseau, à trouver du boulot dans un autre réseau à cause de ça. C'est un exemple concret de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui dans l'intérêt des enfants, parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui restent pendant des mois sans professeur de maths, de néerlandais, etc. Et donc, pourquoi on ne pourrait pas d'abord réfléchir à où est-ce qu'il y a des problèmes essentiels et où on peut amener les réseaux déjà à les régler. Et puis ensuite, la question de l'officiel, je pense que là, il y a une convergence qui existe aujourd'hui pour aller vers cette fusion, ou en tout cas plus de convergence, qui serait l'étape intermédiaire vers la fusion des réseaux de l'officiel et renforcer
les coopérations entre les réseaux libres et les réseaux officiels. Je vais peut-être juste avant que M. Léonard réagisse, M. Vossart, peut-être. Je vous en prie. Merci pour votre invitation. Et c'est vrai que ce débat sur à la fois l'inégalité entre les enfants, parce que dans une même école, parce qu'on peut en parler, il n'y a pas que d'un réseau ou d'un autre, c'est vraiment un point important. Donc ça doit nous guider dans les réflexions et puis dans les mesures que l'on va prendre. Donc, est-ce que la réponse à cette question de l'inégalité est simplement institutionnelle? Je ne pense pas. Ça peut y participer, on peut simplifier, on peut rationaliser, on peut mieux réorganiser. Ça, c'est un élément, je vais y revenir. Moi, je pense que sur l'aspect inégalité, ça commence par, évidemment, comment on va outiller avec les programmes que nous avons développés ou que nous sommes en train de faire avec le pacte d'excellence et comment on équipe au mieux les écoles dans leur ensemble. C'est pour ça que le chantier bâtiment scolaire est relevant d'un problème à la fois d'inégalité entre réseaux, entre communes et entre élèves, et comment on peut répondre déjà à cette première préoccupation de comment un enfant est égal à un enfant. Et donc c'est pour ça qu'on avait plaidé, quand il y a eu ce débat sur le financement de ce chantier de rénovation, que le principe d'égalité et d'équité soit respecté dans tous les aspects, dans tout le processus d'adoption de ce texte. Un chantier qui est vraiment indispensable pour lutter contre l'inégalité. C'est important, on ne va pas cracher dans la soupe. Donc ça, c'est vraiment pour un aspect plutôt matériel, plutôt très concret, pragmatique. Je pense aussi qu'on le voit dans les développements maintenant, quand vous parlez de l'évolution, on va vers plus de convergence. C'est toi qui le disais, Calvin, c'est la convergence entre les réseaux, entre les programmes. On voit le débat sur les référentiels au travers du tronc commun aussi. Donc on est dans une forme d'harmonisation. Quelle que soit la formation politique, au pouvoir, aux responsabilités, pardon, on sent qu'il y a une harmonisation qui est en cours. Donc je crois que la tendance, en tout cas de notre côté, on sent qu'on va vers une harmonisation, mais il y a une réflexion maintenant sur l'institutionnel. On l'a fait pour la question de la 6e réforme de l'État, où on a été très critiques sur les transferts de compétences. On s'est dit, on n'a jamais réfléchi avant. On s'est plutôt hâté à répondre à des revendications. Là, ça venait de la Flandre, qui voulait plus de régionalisation, etc. Mais on ne sentait pas les conséquences de ces réformes. Et je pense qu'ici, quand on veut aller vers une réforme, vers un réseau unique, il faut penser à la méthode avant tout. Il y a un élément chez nous qui va guider cette réflexion, c'est le principe de subsidiarité. Donc dès le moment où on veut aller vers une meilleure efficacité des politiques, il faut que ce soit efficace et qu'on soit au meilleur niveau de pouvoir. Quand on veut prendre l'exemple, est-ce qu'on se dit tout va dans les mains des communes pour le fondamental, pour l'enseignement fondamental, et puis est-ce qu'on va vers le qualifiant, le secondaire, plus au niveau des provinces? C'est une réflexion qu'on doit se poser et qu'on doit pouvoir évaluer. Je pense que ça, c'est très important à nos yeux, c'est ce principe-là. Et ensuite, c'est évidemment qu'on ne doit pas faire fi du passé. Il y a une histoire dans notre pays, une histoire qui s'est construite par ce dialogue entre les réseaux, on a parlé de guerre scolaire, on n'est pas là pour réactiver une nouvelle guerre scolaire, c'est ce qu'on avait dit aussi dans le cadre du chantier sur les bâtiments scolaires, on n'était pas là pour faire cela, mais on doit essayer d'être guidé par ce principe d'équité, d'égalité et de dialogue dans le cadre d'un processus de réforme qui va vers cette idée d'aller vers un réseau unique. Voilà pour les premiers éléments. Merci. Je vais peut-être laisser réagir juste en un ou deux mots. Voilà, en deux mots, parce que je ne voudrais pas qu'on travestisse les paroles du CECP. Le CECP ne demande pas une fusion de l'ensemble des réseaux de l'officiel, c'est pas ça du tout. La réflexion, c'est de se dire, tiens, comment trouver un espace de discussion entre réseaux de l'officiel pour pouvoir amener au mieux nos enfants vers nos convictions, bien entendu. Et évidemment, le plus haut. Alors, on est, en tant que réseau officiel, je vais dire des fragments. Il faut qu'on soit une belle mosaïque.
Et chacun à nos niveaux de compétences, on a, je pense, de très bons établissements, de très bons pouvoirs organisateurs, etc. Comment se fait-il qu'au niveau du fondamental, on a plus de 52% des enfants dans l'officiel et que ça s'inverse quand on arrive dans le secondaire, etc. Donc je pense qu'on doit profondément, entre nous, avoir une réflexion intéressante. Par contre, si demain l'idée est de fusionner des réseaux pour faire des économies et mieux en financer d'autres, je serai alors un adversaire redoutable. Donc, oui, mais je dis les choses. Donc, ce que profondément, c'est qu'on a des convictions, on a des valeurs qui sont identiques au niveau des réseaux officiels, et donc on doit travailler au mieux entre nous pour amener l'enfant le plus haut possible. C'est ça, la parole du CECP. Eh bien, merci pour cette précision. Je vais encore poser une petite question à nos intervenants avant de passer la parole au public. Et on voit, notamment aujourd'hui, ça traduit un petit peu ce travail qu'il y a des différents partis politiques pour changer en profondeur notre enseignement. On le voit avec le pacte d'excellence, avec tout ce qui est mis en place, que ce soit au niveau du fond, des référentiels, de l'allongement du tronc commun, de la remédiation, etc. Est-ce que parfois... C'est un sentiment peut-être qui est subjectif ou pas, mais est-ce que parfois on ne se sert pas d'une hypothétique guerre scolaire, qui sans doute n'adviendra plus, comme un faux prétexte pour ne pas toucher à ce qui devrait évoluer? C'est-à-dire qu'on voit d'une part là actuellement un pacte d'excellence qui va modifier pendant plusieurs années profondément l'enseignement, et puis d'un côté la forme où... Une fois qu'on arrive sur quelque chose d'un petit peu touchy, on dit attention à la guerre scolaire parce qu'il ne faudrait pas réveiller, alors qu'on peut raisonnablement se douter qu'en 2020, il n'y aura plus de guerre scolaire. Et d'ailleurs, la situation n'est plus la même. Donc voilà, c'est une question que je soumets à votre sagacité. Quand vous dites un petit peu touchy, je ne pense pas que c'est un petit peu touchy. Il y a des sujets sur lesquels c'est un petit peu touchy, par exemple l'éducation à la philosophie et la citoyenneté. On a eu un groupe de travail où on réfléchit à l'étendre en un cours ou non dans le libre. Donc il faut savoir que dans l'officiel, c'est dispensé via un cours spécifique. Dans le libre, c'est dispensé de manière transversale. Ça, c'est des sujets sur lesquels je pense c'est un petit peu touchy. Fusionner les réseaux en un seul réseau, c'est très touchy. Vous dites qu'on n'est plus à une époque où on pourra avoir une guerre scolaire. On a quand même eu ici, pas une guerre scolaire, mais 3 grosses grèves de l'enseignement alors qu'on sort de la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de réformes en cours avec le pacte pour un enseignement d'excellence. Donc moi, je ne voudrais pas ici qu'on empiète sur les réformes en cours, sur les apprentissages des élèves, avec une réforme institutionnelle. Il est important que les politiques en parlent, que les fédérations de pouvoir organisateurs y songent également. Et je pense que c'est très bien de relancer le débat. Je pense que c'est grâce au débat aujourd'hui aussi qu'on a eu une position ici récemment dans la presse du CECP et qu'on va en discuter. Et je pense que ça va venir au Parlement. Mais la priorité des priorités, ce sont les réformes du pacte pour un enseignement d'excellence. Et c'est pour ça aussi que je ne pense pas qu'il faut venir avec l'idée d'un réseau unique. Je ne pense pas que c'est réalisable à l'heure actuelle. Les mentalités ne sont pas encore prêtes, donc pourquoi pas. Et on voit que c'est déjà compliqué, travailler à une fusion. Mon collègue ne parle pas de fusion, moi je parle d'une fusion dans l'officiel. Je pense que voilà, on doit passer outre certains tabous, peut-être pas passer par plein d'intermédiaires, mais vraiment discuter, faire carte sur table à ce niveau-là. Et dernière chose, je viens d'apprendre ici en commission de l'éducation, quand on discute des nouveaux référentiels qui se traduisent ensuite en programme, que le CECP et WBE seraient en train de travailler un programme commun. Ça, c'est déjà une belle approche, un beau rapprochement. Donc, je pense qu'on doit aller vers là. Pourquoi pas alors vers une fusion, si on arrive carrément à faire des programmes communs. Voilà, merci. Oui, lorsque j'ai fait l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et qu'on m'a enseigné l'histoire de l'enseignement dans notre pays, on m'a dit, à l'ULB, on m'a dit la guerre scolaire est terminée. Et c'est vrai, structurellement, la guerre scolaire est finie. Néanmoins, moi, le débat sur les bâtiments scolaires, par exemple, je vous ai donné quelques éléments. On a eu des courriers sur le décret pôles territoriaux qui, moi, et avec mon collègue Jean-Philippe Florent, on a été assez surpris par la virulence de certains propos. Et donc, je me dis que oui, il y a des choses qui sont encore assez sensibles, ce qui peut être compréhensible, mais ce qui ne doit pas
nous éviter d'évoluer. Pour moi, la sensibilité, ou en tout cas la question de la guerre scolaire, les éléments qui peuvent revenir ne sont pas liés aux grèves, comme Stéphanie le disait, puisque là, on parle des conditions de travail d'enseignantes et d'enseignants. Moi, je donnerai simplement quelques exemples. Bâtiments scolaires, j'en ai déjà parlé. Il y a eu quand même des débats assez virulents, même si c'est resté tout à fait démocratique. On voit encore qu'il y a des difficultés là à arriver à des points de convergence. Récemment, j'ai posé une question à la ministre. Vous avez parlé de l'allongement du tronc commun. Il y a une question essentielle dont on ne parle pas souvent. Ce sont les bâtiments et ce sont les outils que l'on va adapter au tronc commun. On ne peut plus avoir des bâtiments comme on les a aujourd'hui, puisque la notion de primaire, secondaire telle qu'elle existe aujourd'hui ne devrait plus exister, puisqu'on sera dans un continuum. Et donc, le gouvernement a chargé la ministre de mettre en place un cadre réglementaire pour qu'on puisse mettre en place ces outils et ces bâtiments du futur, de l'actuel tronc commun, puisqu'il est déjà en vigueur. Eh bien, moi, j'ai posé la question, puisqu'elle a justement dit que pour les bâtiments qui existent aujourd'hui, c'est difficile, il faut les adapter, ça va prendre du temps. Je lui ai demandé, mais pour les futurs bâtiments, est-ce qu'on va, finalement, ça va s'inscrire dans un cadre qui sera contraignant? Puisque si on veut aller, on ne peut pas donner la possibilité aux projets de création d'écoles de faire comme ils veulent, alors qu'on a déjà un cadre qui est censé améliorer la qualité de notre enseignement. Pour le moment, je n'ai pas encore de réponse, mais pour moi, ça devrait couler de source. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a encore des réticences dans tel ou tel réseau, dans tel ou tel pouvoir organisateur, par rapport à l'adaptation à ce nouveau modèle? Parce que ce serait un non-sens que l'on aille vers un tronc commun généralisé et qu'on puisse encore être dans des vieilles infrastructures et dans un vieux cadre réglementaire. Je prends la question aussi de l'EVRAS, qui pour nous est essentiel en termes de questions de genre, en termes d'éducation. On a encore une application vraiment à géométrie variable, et les acteurs de terrain le disent, ce n'est pas acceptable que dans certaines écoles, et là vous voyez que ça traverse les réseaux, on ait encore là des difficultés à pouvoir donner des cours sur l'EVRAS. Et donc, pour moi, il faut aller un cran plus loin par rapport au réseau et inciter, mais à un moment donné, prendre des mesures qui permettent d'assurer l'effectivité de certaines décisions dans les écoles, quel que soit le réseau. Merci. On va continuer, puis après on fera... Oui, c'est parce qu'on a repris du coup le tour avec tout le monde qui a la parole. Donc, M. Léonard, vous pouvez... et puis on terminera, et puis après il y aura quelques questions. J'imagine que l'objectif, c'est d'avoir des questions, justement. Voilà, effectivement. Alors, clairement, je ne pense pas qu'on aura encore une guerre scolaire comme on a pu le vivre depuis la création de la Belgique, d'ailleurs, depuis 1830 et jusqu'à 1958. Par contre, formation, tous autour de la table, donc je dis les choses, je l'ai dit au Parlement, devra dire oui ou non à certaines questions. Question de la privatisation, et donc la question de l'associatif qui a été soulevée tout à l'heure, la question de la neutralité, donc du caractère de l'enseignement, ce sont des questions qui vont à un moment donné être posées pour pouvoir définir demain, ou déterminer en tout cas, le paysage de notre enseignement. Alors, on a parlé du pacte pour un enseignement d'excellence, je pense que le pacte est une chose énorme. C'est clairement, moi je dis les choses, il n'y a pas de souci, tout n'est pas parfait, mais il y a eu à un moment donné un accord de l'ensemble des acteurs, et force est de constater qu'aujourd'hui, on veut poursuivre ce pacte, en tout cas, au maximum, ce qu'il peut amener de bon, évidemment, dans nos établissements. On a parlé tout à l'heure de collaboration, qui existe depuis longtemps, hein, des collaborations entre réseaux de l'officiel, c'est quelque chose qui existe, notamment on a parlé des programmes, mais ce n'est pas évidemment d'aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il y aura encore de guerre scolaire, mais clairement, il faut pouvoir demain commencer à écrire, à déterminer ce qu'on veut vraiment pour nos enfants, parce que l'objectif, c'est de les monter au maximum. Ce qu'on oublie souvent de dire, parce qu'on parle de réseau, mais entre nous,
l'objectif premier, c'est l'enfant. Il faut quand même bien revenir à la base de la base. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on a parfois eu tendance à oublier, justement parce qu'il y a des réseaux. Voilà. Je pense que une guerre scolaire, dans le sens de celle qu'on a connue dans les années juste après la Deuxième Guerre mondiale, on ne l'aura peut-être plus. Quoique, dans le débat sur les bâtiments scolaires, Calvin vient de l'évoquer, il y a eu pas mal de moments d'humeur sur la question justement de la répartition des moyens. Mais là, je dois dire que tant l'opposition que l'opposition des engagés et la majorité avaient réfléchi à une répartition des moyens selon les réseaux. Donc, voilà, on était parti sur un point de départ qui menait inévitablement à une sorte de guerre scolaire. Nous autres, on pensait plutôt, et je pense que les écolos étaient aussi un peu dans cette idée-là, le plus important, c'est de voir quel est l'état des bâtiments et quels sont les bâtiments qui ont le plus besoin d'être rénovés rapidement pour qu'on soit dans des conditions optimales pour l'enseignement. Donc, il y a des moments d'humeur par rapport à l'existence de réseaux. Mais il y a d'autres tabous dans le monde de l'enseignement. Il y a le tabou du financement, le tabou des moyens. On est avec une enveloppe fermée. Donc, cette enveloppe fermée qui fait que, effectivement, il y a des écoles, que ce soit des écoles du réseau libre ou du réseau officiel, qui font appel à des sponsorings extérieurs. On a évoqué au Parlement récemment les écoles Apple, où c'est dans l'enseignement de WBE, des écoles labellisées Apple. On a vu aussi BMW qui fournit des voitures pour que les enfants apprennent à les réparer. C'est une très bonne chose, mais le but de BMW, c'est évidemment que les enfants viennent travailler chez BMW une fois qu'ils ont leur diplôme. Donc il y a toute une série de dérives qui pourraient naître et qui sont en train de naître. On ne va pas passer à côté des réalités, si on ne sort pas de cette enveloppe fermée pour l'enseignement. Ça, je pense que c'est un tabou vraiment important, un verrou à faire sauter. Et donc là, on va rentrer peut-être dans un débat sur où aller chercher l'argent. Je pense que vous êtes ici suffisamment au courant des différentes propositions des partis politiques pour voir comment on peut mieux financer l'école. La question de la neutralité. Donc c'est aussi une question qu'on a évoquée au Parlement. On est maintenant arrivé à une proposition et on va voir ce que ça va donner dans le sens de la mise en place des cours de philosophie citoyenneté. On va voir ce que ça va donner dans les 2-3 années qui viennent et puis on devra peut-être réfléchir à une autre façon d'envisager les choses. Et donc je pense qu'il y a effectivement une série de fondamentaux qu'on doit prendre en main si on veut, dans l'intérêt des enfants, leur donner une bonne formation. Parce que ce n'est pas normal qu'à 15 ans, la moitié des enfants ont du retard scolaire. Dans l'enseignement belge, un des pays les plus riches au monde, on doit quand même trouver une solution. Alors, la question de l'enveloppe fermée est un problème important, mais c'est dans le supérieur. Donc, dans l'obligatoire, l'enveloppe n'est pas fermée, ce qui ne pose pas quand même la question du financement. Et c'est une des sources des inégalités entre les réseaux de la guerre scolaire. Ça a été dit plusieurs fois, en lien avec les bâtiments, en lien avec le financement. Ce qui la suscite parfois encore des remous, c'est que le système de financement est différent d'un réseau à l'autre. Si on allait vers une harmonisation du système de financement entre les différents réseaux, je pense qu'on aurait quelque chose d'assez qui pacifierait les relations. Pardon, mais voilà. Mais donc, mais fatalement, si on avait un système uniforme, ce serait plus calme. Maintenant, tant qu'on reste dans l'inégalité, fatalement, ça crée, comme dans le cas des bâtiments scolaires, ça crée des remous. Et fatalement, si on veut le corriger, la réaction de Laurent est claire. Là aussi, ça donne l'impression de la relancer parce qu'on aurait certains qui ont le sentiment que c'est inéquitable aujourd'hui et d'autres qui auraient le sentiment d'y perdre si cela changeait. Donc je pense que ce qui reste le moteur le plus puissant aujourd'hui de résidus de guerre scolaire, c'est la question du financement. Mais je rejoins Laurent sur le fait qu'il y a quand même des questions importantes auxquelles il faudra répondre. La question de la structure qu'on avait déjà évoquée. Quand je t'entends dire privatisation pour parler d'ASBL, le terme me paraît quand même
bien sûr que c'est du droit privé, mais c'est donner l'impression que c'est la même chose que lorsque c'est d'une logique lucrative. Quand je vois ce qui s'est fait, par exemple, avec les PO mixtes sur Molenbeek, ou auxquels sont associés des pouvoirs publics aujourd'hui, marchandisation, une ASBL, marchandisation, ASBL, c'est pas la même chose. Non, je ne. Enfin, soit. Mais lorsqu'on voit comment des acteurs publics se sont associés à une logique associative pour mettre en place des PO mixtes ici dans des nouvelles écoles, alors tu parlerais aussi de privatisation dans ce cas-là? Donc voilà, alors que c'est la constitution du... Ok. Et donc on a, me semble-t-il, là, et il y a des écoles publiques qui se tournent vers cette logique organisationnelle parce qu'elle me semble avoir une plus-value en termes d'efficacité. Or, comme nous l'avons tous dit, ce que nous recherchons avant tout, c'est de permettre d'avoir un enseignement de meilleure qualité pour permettre à chaque enfant de se développer au meilleur de son potentiel. Donc voilà, on pense que la logique associative a une plus-value à cet égard, et notamment aussi pour permettre d'avoir un enseignement davantage différencié en fonction des besoins, personnalisé en fonction des besoins de chaque enfant, parce que les enfants ne sont pas les mêmes. Alors je me réjouis d'entendre plusieurs personnes qui ont souligné tout l'intérêt du pacte, et c'est clair que pour y avoir consacré 3 ans très intensément, une des plus grandes satisfactions, c'est qu'une fois que nous n'étions plus au pouvoir avec le changement de majorité, l'opposition d'hier, le Parti socialiste encore, ont prolongé l'engagement autour du pacte pour un enseignement d'excellence. Il s'est passé là quelque chose qui me paraît assez unique dans les dynamiques politiques, une forme de pacte au sens fort qui a réuni l'ensemble des acteurs politiques, mais surtout l'ensemble des acteurs de l'enseignement. Et je crois que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer dans d'autres domaines aussi de la vie politique, quel que soit le jugement qu'on peut avoir sur certaines réformes. C'est fatalement le pacte à signifier des accords, des consensus, des renoncements des uns et des autres. Voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui permet d'avoir un programme structurant, et c'est un des bons exemples, à mes yeux en tout cas, dans la vie politique belge. Mais ça ne cache pas qu'aujourd'hui, le problème fondamental de l'enseignement, c'est d'avoir un enseignant dans une classe où se trouvent les élèves. Et actuellement, c'est un vrai problème d'avoir des enseignants dans les classes, parce que la question de la pénurie atteint des niveaux qui sont absolument préoccupants, mais c'est aussi devenu de plus en plus un vrai problème d'avoir les élèves dans les classes. La question de l'absentéisme, du décrochage scolaire, la question du mal-être, le problème de santé mentale auprès de la population des jeunes, la crise de sens par rapport à l'école qui a été accélérée par le Covid. Ce sont des questions absolument fondamentales, et on peut imaginer toutes les réformes, tous les pactes que l'on veut, toutes les remises en cause des réseaux, tant qu'on n'aura pas apporté une réponse cohérente à la possibilité d'avoir des profs dans les classes et des élèves qui y voient un sens à y être, on ne fera rien qui soit à la hauteur des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, juste avant de terminer avec Michael Bossart, une mini-incise. Oui, je voulais juste rebondir quand j'entends que la question du financement des réseaux est très importante. J'aime vous l'entendre dire, puisque vous avez refilé la patate chaude à ce gouvernement-ci, puisque l'ancienne ministre CDH de l'Éducation avait reporté le nouveau financement des réseaux à 2038. Or, la Cour constitutionnelle nous a dit qu'il fallait le faire pour fin 2022. Et ça, ça va vraiment être un gros chantier cette année. C'est de porter à 75% le financement de WBE, du CECP, du CP11, de la FELSI, par rapport, du CEGEC, par rapport à WBE, justement, par rapport aux 100% de WBE. Donc ça va être le gros chantier de cette année. J'aime que le CDH dise que ça devienne priorité. Donc les frais de fonctionnement, on y reviendra peut-être. Et on va terminer avec Michael Bossard. Et puis après, question publique. On est pile poil dans les temps. Donc après une demi-heure. Et puis après, tout le monde pourra rentrer en commission et travailler. Donc c'est parfait. Pour l'instant, c'est nickel. Non, je l'ai déjà un peu abordé, la question de la guerre scolaire. Je pense qu'il faut être réaliste. On doit... Et on se doit, en tant que responsable politique, d'établir le dialogue. Mais pour qu'il y ait un dialogue, il faut venir avec une méthode qui soit comprise et qui soit la plus acceptable pour les interlocuteurs. Mais quel est l'objectif derrière? C'est l'égalité de traitement, c'est une efficacité au niveau de notre enseignement. Et c'est aussi, je pense qu'il y a ce modèle, parce que je crois qu'il faut faire attention aux raccourcis sur le financement
je dis raccourci, c'est pas pour dire que faites un raccourci, mais c'est de se dire, on ne va pas aller vers le partenaire privé pour combler les lacunes de l'État. Je pense que ça, c'est un mauvais signal. Le signal qu'il faut donner, c'est d'abord la méthode, je reviens toujours là-dessus, l'évaluation. Qu'est-ce qu'on doit faire dans chaque réseau pour répondre à la question de cette rénovation des bâtiments scolaires. Voilà. Quel est le plan d'action à mettre en place dans un court terme, moyen et long terme. Et ensuite, voir qu'est-ce qu'il y a d'autres possibilités, comme autres possibilités pour pallier au financement de notre enseignement, qui est déjà largement, c'est ce qu'on regarde dans les études de l'OCDE, etc. On dit qu'il est largement supérieur par rapport à la moyenne, mais en même temps, je vais vous donner un exemple où on peut combler une des lacunes, pas par l'apport avec le partenaire privé, une association ou autre, c'est la formation en alternance, et puis je m'arrête là-dessus. C'est qu'on voit que la clé élève, elle est détériorée d'année en année pour les élèves qui vont suivre le parcours en alternance. C'est quand même illogique. Et donc là, on perd du financement, on doit régler ça. Ça, c'est une manière déjà de travailler sur un financement sans appel à la voie privée. Eh bien, merci en tout cas déjà pour la bonne tenue des échanges. Et puis maintenant, on va passer la parole au public. Donc, je propose, s'il y en a plusieurs, qu'on en prenne 2, 3. Et puis, vous répondrez au compte-gouttes. Et donc, voilà, je vous en prie. Ne sera remplacé qu'après 10 jours ouvrables d'absence. Donc s'il revient un jour et qu'il est reparti à nouveau, on a effectivement des classes entières qui vont se retrouver sans prof de français pendant des mois, parce que ce prof revient une fois. Et la direction, enfin le chef d'établissement, ne peut pas remplacer ce prof, tout simplement parce que la réglementation parle de ces fameux 10 jours ouvrables. Je voulais aussi dire que si les élèves... Je peux vous demander de... Ah, pardon. D'accord. Je voulais aussi dire que si les élèves sont en décrochage, il ne faut pas les faire fuir. Les élèves, ils sont... l'école, enfin, pour beaucoup d'entre eux, l'école n'a plus de sens. Et si vous avez à nouveau des profs qui disparaissent pendant l'année, fatalement, ces élèves-là vont partir. Si, en plus, à la maison, ils n'ont pas des parents instruits, quand je dis instruits, des gens qui ont fait des études supérieures, fatalement, ces gamins-là, il n'y a personne qui va leur dire « va à l'école, c'est pour ton bien, tu vas trouver du travail ». Et si les parents eux-mêmes n'en ont pas, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique. Ça, c'était pour répondre à ce que j'ai entendu dans les 5 dernières minutes. Maintenant, par rapport au réseau, j'ai bien entendu plusieurs parlementaires dire « oui, mais quand les enfants sont à l'école primaire, c'est pas grave, on les met un peu à l'école à côté de la maison ». Oui, je voudrais quand même nuancer le fait que on va mettre l'enfant à côté de la maison si on habite à la campagne. Si on habite, par exemple, Montigny-le-Tilleul, qui est un village dans la banlieue verte de Charleroi, qu'on le mette à l'école communale ou dans une école du réseau libre confessionnel, ça n'a aucun impact parce que l'enfant va retrouver une place soit à l'Athénée Royal de Charleroi, soit à Saint-André, ou soit il ira à Thuin. Ça ne posera aucun problème. Maintenant, si vous êtes les parents d'un enfant qui vit à Bruxelles, on a un problème par rapport au décret mixité sociale. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, l'inscription en première année secondaire pose un problème. Donc, les parents qui sont un peu instruits, qui sont un peu au courant de la législation, savent qu'ils devront mettre leur enfant dans telle école primaire parce qu'ils veulent que leur enfant aille dans telle école secondaire par la suite. Donc, si l'école primaire est apparentée à une école secondaire bien précise et que c'est là qu'ils veulent que l'enfant aille, bien sûr qu'il y aura déjà un choix de l'école primaire au départ. Donc, je voulais nuancer ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que dire que n'importe quel parent va mettre son enfant n'importe où, c'est faux. Il y a déjà des parents qui vont réfléchir « moi, je veux que mon enfant aille dans telle école, parce que je veux qu'ensuite il aille dans telle école secondaire ».
Donc pour moi, il y a une différence entre la ville et la campagne. Le problème est complètement différent et la logique d'inscription dans une école primaire sera différente. Autre chose, et je reviens à nouveau au réseau, moi j'ai un problème par rapport aux exclusions scolaires. Quand il y a une exclusion scolaire dans une école du réseau libre confessionnel, l'école, elle fait un peu ce qu'elle veut, hein. Les parents, ils sont face à qui? Si ça ne fonctionne pas avec le chef d'établissement, ils vont aller voir le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur, c'est qui? C'est une ASBL. Le directeur est sûrement dans ce pouvoir organisateur. Donc, les parents sont coincés. Si vous avez un enfant qui est dans une école du réseau officiel, que ce soit communal ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des recours. Il peut aller voir plus haut. Alors que dans une école libre confessionnelle, ça ne fonctionne pas. Moi, je peux vous dire, parce que je suis sur le terrain, je travaille dans un pardon, j'ai un trou de mémoire, je suis fatiguée. Je travaille dans un service de médiation institutionnelle. Les 2/3 de mes dossiers pour l'enseignement secondaire, ce sont des dossiers qui viennent de parents qui viennent déposer une réclamation chez moi. Ils sont du réseau confessionnel. Je ne peux pas les aider. Et pour les parlementaires qui sont là, je vous rappelle qu'une des recommandations du médiateur, c'est que le service du médiateur soit compétent pour toutes les écoles de tous les réseaux. Et là, c'est le propos d'aujourd'hui. Il n'y a pas de... Moi, je ne peux pas aider quelqu'un qui a mis son enfant dans une école du réseau catholique, tout simplement parce que je n'ai rien à dire à cette école. Parce que je ne peux aider que quelqu'un qui est dans le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous dis ça, mais ça peut être un gamin qui a un problème comportemental. L'école catholique n'aura aucun scrupule à essayer de le mettre dehors. Une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles, si elle venait à faire ça, moi j'interviens tout de suite. Voilà. Tout à fait, je comprends. Et je voulais juste terminer par, je ne vois pas en quoi ce serait un problème d'avoir un système comme en France, c'est-à-dire un réseau laïque et un réseau privé. Et dans ce réseau privé, on met toutes les écoles libres, on met tout ce qui est pouvoir organisateur en ASBL. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en discuter. Voilà. Voilà. Donc, plusieurs questions. On va en prendre une là, et alors une là. On va essayer de voilà. Alors, essayez de des questions. Oui, je vais... Oui, merci. Je vais essayer d'être très rapide. Donc, pour revenir sur ce qui a été dit, notamment par rapport à l'argent et l'enveloppe fermée. La question des réseaux, c'est aussi une question d'argent. C'est-à-dire que plusieurs réseaux coûtent de l'argent. Donc, la question n'est pas simplement de savoir ce que vous avez évoqué en disant que, oui, il y a une enveloppe fermée et que donc il faudrait rouvrir pour avoir plus d'argent. Ici, on parle de l'argent qui est dépensé déjà pour multiplier les réseaux. Et donc, ça m'intéresse ce que Madame vient de dire par rapport à vous, Monsieur Debrier, puisque vous avez utilisé une sémantique qui est assez novatrice, qui a d'ailleurs été relevée. Vous ne parlez plus d'enseignement libre ou de réseau dit privé, vous parlez d'une logique associative, hein, c'est ce que vous avez expliqué. Et donc, je voulais vous demander justement l'argument que vous avez utilisé en disant que dans l'autre réseau, finalement, vous dites que l'État est juge et partie. Et d'un autre côté, que dans le réseau de la logique associative, il y aurait aussi comme une meilleure force de conviction et d'implication, si j'ai bien compris, du personnel. Donc ça, j'aimerais bien vous expliquer, ou du personnel ou de... J'ai pas très bien entendu parce qu'il y a des gens qui arrivaient. Donc ça, j'aimerais bien vous expliquer un peu ce que c'est que vous mettez derrière cette locution logique associative, d'autant que, comme Madame vient de l'expliquer, effectivement, du côté officiel, il y a une structuration qui permet des recours, etc., ce qui n'est pas le cas dans le privé. Voilà. Merci. On va faire ça, puis on refera une autre salle de questions. Donc, Madame Dedeyer. Et puis, après, comme ça, vous répondrez un petit peu en... Oui, bonjour. Donc, je vais quand même dire que je suis de la CGSP Enseignement Bruxelles, parce que peut-être que ça permettra de décoder le discours du coup. Je vais mettre debout. Mais oui, mais je trouve qu'il ne faut pas faire semblant. Voilà. Donc, d'abord, c'est exactement la même chose. La première réflexion, c'est que la question de la fusion des réseaux, elle n'est plus du tout philosophique. En fait, elle est purement économique aujourd'hui.
Et elle est même urgente, en fait. Et c'est parce qu'elle est économique que c'est un tabou. Et c'est parce qu'elle est économique que certains disent qu'on va relancer la guerre scolaire derrière. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on change quelque chose aux moyens. Enfin, ça, c'est ce que je pense vraiment. L'école est en crise aujourd'hui à cause des conditions d'apprentissage, à cause des réformes du pacte. Et le pacte ne va pas améliorer le fait que les enseignants se sentent mieux. Au contraire, pour le moment, ils l'ont assez exprimé. Et parce qu'il y a un manque de moyens. Et il y a une dispersion des moyens, en fait. Moi, quand je vais parfois au Conseil général de l'enseignement secondaire, je vois que tout est le résultat de consensus et de marchandage. De consensus dans le meilleur état, de marchandage dans l'autre cas. Pour l'ouverture d'options, pour des tas de choses, et c'est absolument pas efficace. C'est la même chose pour les CTA, c'est la même chose dans des tas de domaines. Et donc, on disperse les moyens et du coup, ils ne sont pas utiles puisqu'ils sont dispersés et personne ne peut aller au bout de ses projets par rapport à ça. Et en fait, pourquoi on les maintient aussi? Parce qu'il y a des baronnies, en fait. Et ce sont les baronnies qui veulent conserver leur petit pouvoir. Alors, les baronnies, c'est les ASBL privés, mais c'est aussi certains échevins ou certains bourgmestres, parce que comme ça permet d'engager telle ou telle personne plus facilement en premier engagement. Pareil dans les ASBL, très souvent dans l'enseignement libre, on engage un peu les amis des amis. Et par ailleurs, par rapport à l'image, en fait, toute cette image-là, en fait, c'est très has-been, en fait. Quand on tient et qu'on se dit on veut les réseaux, il faut maintenir les réseaux, en fait, ça n'est plus audible dans la population et dans les vrais gens, dans la vraie vie, parce que ça renvoie une image inefficace, en fait. Et donc, le pragmatisme, ça serait, dans une période où on a besoin d'argent pour l'école, de faire des économies d'échelle. Mais si on ne veut pas et qu'on veut garder les baronnies, alors il faut ouvrir l'enveloppe et mettre les moyens. Mais souvent, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens, donc on ne sait pas augmenter l'enveloppe. Donc soyons pragmatiques, il faut rassembler les coûts, réduire les coûts, et le seul moyen, ça devient un réseau unique. Parce que si on ne fait pas ça, le danger, c'est quoi? C'est qu'on arrive dans quelque chose comme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire avec un réseau public où vont les gens qui n'ont pas de moyens et où l'enseignement n'est pas terrible, et ceux qui ont des moyens vont dans un réseau privé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a de plus en plus d'écoles qui se créent, puisqu'on peut ouvrir des écoles en Belgique, qui font payer les parents, et puis on fait passer le jury central. Et donc la voie, elle est grande ouverte, en fait, pour cette anglo-saxonisation de l'enseignement. Et donc c'est l'intérêt de qui, en fait, au bout du compte? Qui y gagne à vouloir maintenir le système aujourd'hui? Voilà. Merci. Donc voilà, on a beaucoup de questions. Bonne chance pour répondre à tout. Essayez que ce soit, parce qu'il y en avait beaucoup, mais essayez que ce soit relativement court, comme ça on peut encore reprendre des petites questions et même avoir des petits échanges informels après. Donc voilà, merci. Donc, je répondrai sur deux aspects. Le premier, c'est sur ce que Madame nous disait, c'est quel est l'intérêt de fusionner. Donc, avec cette économie d'échelle, etc., à réaliser. J'aime bien cette approche, mais attention à un point de vue. C'est qu'on a le même débat sur la fusion des communes. On dit, fusionner les communes, vous allez voir, on va fusionner les zones de police, vous allez voir, tout va marcher, fonctionner, etc. Et donc, il ne faut pas se fermer à l'idée. Mais il faut pouvoir démontrer que, derrière, on va vraiment réaliser des économies d'énergie, d'échelle, etc. Mais j'entends bien que, mais c'est un point de vue qui est assez intéressant parce qu'on sait très bien que c'est le nerf de la guerre, le financement. On en a reparlé, sans même qu'on nous pose la question, tout le monde a abordé la question. Et donc, je crois que là-dessus, il faut d'abord évaluer l'impact d'aller vers un réseau unique au niveau économique, au niveau matériel, mais aussi dans l'organisation, sans faire une espèce de... sans avoir de tabou, sans avoir la peur de dire ça va... un peu brusquer certains, et là vous avez parlé de niveau, de pouvoir d'influence. Non, je pense qu'il faut avoir le langage de vérité, il faut se dire, voilà, qu'est-ce qui peut mieux fonctionner demain avec l'objectif d'améliorer la qualité de notre enseignement. Et, à côté de ça, je suis d'accord, c'est que le pacte d'excellence, là vous me tendez un peu la perche, mais c'est comme ça, c'est que on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on ne va pas savoir construire Rome en un jour, et surtout pas en Fédération de Bruxelles, notre enseignement qu'on veut vraiment, avec la série de chantiers, la série de réformes qu'on est en train de mettre sur la tête des professeurs, des directions d'école, etc. Ça, moi, je l'entends bien, et c'est pour ça qu'on a toujours plaidé pour que
dans le cadre de la réforme du pacte d'excellence, ce soit implémenté de la meilleure manière, c'est-à-dire d'un point de vue humain, d'un point de vue logistique et raisonnable au regard de la crise sanitaire qui vient de se dérouler, sur le poids que ça a représenté pour l'ensemble des acteurs de l'enseignement, les enfants, les parents et surtout le monde de l'enseignement. Et alors, dernier point, sur le point de vue de la médiation, ça c'est un exemple où on parlait de convergence aujourd'hui, d'harmonisation, et qu'on est dans une tendance où finalement tout le monde commence à se parler entre réseaux et commence à avoir des programmes en commun, etc. Ben, comment on ne peut pas régler cette problématique? Je pense que c'est utile de se pencher là-dessus. Peut-être que d'autres ici autour de la table ont déjà la réponse, mais ce service de médiation, effectivement, même s'il y a des organes de recours au niveau du libre et du public, mais je pense qu'il faut réfléchir à ce rôle spécifique de médiateur. Il y a sûrement d'autres endroits où on pense assez harmonisé, il n'y a pas de problème, tout le monde a accès aux mêmes droits, tout le monde a les mêmes bénéfices, tout le monde a les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits. Et là, je crois que si on fait l'exercice, la réflexion et l'analyse, on verra qu'il n'y a pas peut-être qu'il n'y a pas que simplement sur la médiation qu'il y a un souci. En fait, je pense que sur beaucoup de constats, en tout cas, on est déjà d'accord. Donc, c'est peut-être sur les remèdes où souvent on se différencie. Si je prends je prends la question, par exemple, je suis d'accord avec 85% de ce que vous avez dit, très clairement. Je ne suis pas sûr, par exemple, que la généralisation d'un réseau public organisé par l'État coûterait moins cher. Sur la question des bâtiments, par exemple, si je prends juste cet élément-là, ça risquerait au contraire, dans un premier temps, de coûter plus cher. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont liés à la concurrence, même au sein des réseaux plutôt qu'entre les réseaux, qui expliquent le coût. Par exemple, quand il y a des écoles qui font des options très similaires à proximité et qui ont des petites classes, ça coûte plus cher que si il y avait une meilleure régulation entre les options offertes des uns et des autres, avec du coup des classes peut-être de taille classique plutôt que deux petites classes. Voilà des éléments qui sont, à mon avis, qui pèsent plus lourd sur le coût que fondamentalement le principe des réseaux en tant que tel. Maintenant, je reste persuadé qu'on devrait aller vers une meilleure harmonisation, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais j'insiste surtout sur qu'on n'utilise pas cette question-là comme étant la question première qui explique notamment les problèmes de financement et qu'on aille vraiment dans le détail voir les problèmes précis. Sur la question que vous m'interpelliez, logique associative plutôt, donc oui, je pense qu'une des forces de l'enseignement libre, et notamment de l'enseignement libre non confessionnel, puisque je profite de l'arrivée de Michel Bettens, c'est que ce sont des écoles qui sont construites autour d'un projet. Qui dépasse donc déjà sur le projet en lui-même de l'enseignement, sur le projet en lui-même de l'éducation qui est commun à toutes les écoles, qui explique la vocation des enseignants, qui explique la vocation des directions. Mais il y a souvent aussi une dimension de plus dans nombre de ces écoles qui sont liées parfois à un engagement autour d'une pédagogie active spécifique, qui font qu'il y a un engagement professionnel important qui est commun dans beaucoup d'écoles, mais qui se double par exemple, dans le pouvoir organisateur de la présence de nombreux bénévoles qui se mobilisent également sur le terrain et donc qui offrent justement des compétences supplémentaires, complémentaires qui ne coûtent zéro au budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors après, c'est des caricatures aussi, parce qu'il faut aller voir dans chaque école. Il y a des écoles libres dans lesquelles cette dimension associative fonctionne. Il y en a d'autres où c'est devenu finalement une grosse structure qui assez classique, qui fonctionne comme une autre. Il y a des écoles communales où il peut y avoir une vie locale qui autour de cette école qui se crée. Donc il peut y avoir plein d'exemples et de contre-exemples. Mais il reste que le principe d'une distinction entre le pouvoir organisateur et le pouvoir régulateur nous paraît quelque chose de sain en termes de gouvernance. Quelque chose aussi qui a été implémenté à travers le pacte, où on a mis en place une structure de régulation
beaucoup plus harmonisé pour l'ensemble des écoles, en allant d'une part vers une distinction de WBE en tant que structure organisationnelle régulée comme les autres écoles, mais d'autre part s'assurer aussi que les écoles de l'enseignement libre soient aussi soumises à des contrats d'objectifs, soient aussi régulées de la même manière que les autres enseignements. Donc ça a été dans les deux sens, cette harmonisation. La distinction POPR, hein, comme on a dit, pouvoir organisateur et pouvoir régulateur, mais définition d'une même logique de contrat d'objectifs, de plan de pilotage pour toutes les écoles. Je voudrais revenir sur la question de dispersion ou manque de moyens. Je pense qu'il y a les deux. Il y a effectivement, avec les moyens qu'on a actuellement, il y a des gaspillages, il y a des moyens qu'on pourrait mieux utiliser. On a déjà fait plusieurs propositions. Par exemple, on peut mutualiser les infrastructures sportives entre les différents réseaux. On peut aussi mutualiser les transports scolaires. Enfin, il y a des possibilités de mieux répartir les moyens, ouvrir des options. Il faudrait peut-être d'ailleurs d'abord se consulter entre différentes écoles d'un même territoire avant de réfléchir si on ouvre une option oui ou non. Donc, je pense que là, il y a moyen de réfléchir et que petit à petit, ça pourrait mener à des convergences et des rapprochements. Mais en plus de ça, il y a un manque de moyens. On l'a dit, on a besoin d'1 milliard pour les bâtiments scolaires. On a besoin d'un 2e milliard justement pour pouvoir répondre à tous les problèmes de logistique, de pénurie, de matériel, etc., etc. Donc, il y a besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. Et donc là, c'est un autre volet qui s'ouvre. Et si on ne le fait pas, on va effectivement vers cette dérive dont vous avez parlé, des écoles payantes qui préparent au jury central. Et ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ça rejoint peut-être la question de Madame sur un prof dans la classe, la question de la pénurie. Là aussi, il faut des moyens pour rendre la profession attractive, que le fait d'être enseignant soit vécu comme un job qu'on a envie de faire, qui demande de la passion, etc. Pour le moment, avec les différentes réformes qui se mettent en place, il y a à boire et à manger. Il y a plein de réformes qui vont alourdir les charges de travail, qui vont demander de l'administration en plus. Toutes ces affaires de contrats d'objectifs, de plans de pilotage qu'on fait reposer sur les enseignants et les directions, la réussite ou pas de ces contrats. Or que c'est normalement... Tous ces défis devraient être organisés à partir du pouvoir central, enfin du pouvoir régulateur, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc pour ça, il faut aussi beaucoup plus de moyens. Et pour terminer sur la question de la médiation, c'est vrai que le médiateur réclame de pouvoir être compétent pour l'ensemble des écoles. Je pense qu'il a tout à fait raison. Et c'est quelque chose qu'on devra petit à petit mettre en place. Oui, je vais commencer par la fin de ce que Alice a dit. Effectivement, pour aller droit au but, sur cette question, nous sommes tout à fait d'accord et nous le disons par rapport aux différents outils qu'elle a évoqués. Je pense que maintenant, il y a des outils qu'on a bien identifiés sur lesquels, à un moment donné, les réseaux disent oui, on doit discuter, on doit aller de l'avant. Maintenant, il est temps de le faire. La mutualisation des infrastructures, par exemple, je pense que c'est essentiel dans ce débat. Il faut qu'on puisse mettre en place des outils qui amènent les réseaux à travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques. Je serais, par contre, par rapport au modèle de la France, là, on en revient à la question des réseaux. C'est-à-dire, les inégalités dans l'enseignement en France sont énormes. Ce n'est pas parce qu'on a un réseau centralisé que, par exemple, dans les quartiers populaires, quand on voit ce qui s'y passe en matière d'éducation, on a un meilleur système. Néanmoins, je le dis, par rapport à la question des écoles, je suis d'accord pour dire que le projet pédagogique joue un rôle fondamental
On a pris certains exemples, mais je pense que ce ne sont pas seulement les ASBL qui peuvent mettre en place des projets pédagogiques qui peuvent être positifs pour les écoles. Je pense que dans les réseaux officiels, et je connais des écoles de l'officiel qui ont mis en place des projets pédagogiques. Et en ça, moi, j'ai été frappé, parce que j'ai posé des questions écrites au ministre du Budget, sur la différence qui existe en termes de moyens entre des écoles au sein des mêmes réseaux. Et parfois, cette différence de moyens est abyssale. Or, si vous voulez mettre en place un projet pédagogique qui soit entraînant, qui permette de faire un lien avec l'environnement socio-culturel de l'école, qui permet justement d'avoir des profs qui travaillent dans des conditions qui soient adéquates, qui permettent aux élèves d'être motivés, eh bien, il faut absolument qu'on puisse combler les écarts entre les écoles, quel que soit le réseau. Je suis d'accord avec le fait, madame qui est économiste, je crois qu'il faut absolument qu'on puisse lancer des études là-dessus pour voir quelles économies d'échelle peuvent être faites. Ça permettra d'objectiver les choses et peut-être d'apporter une réponse justement sur cette thématique, parce que tant qu'on ne l'aura pas fait, on pourra ergoter, on n'y arrivera pas. Je terminerai peut-être sur la question de la mixité sociale, le décret d'inscription. Pour nous, c'est fondamental, la question de la mixité sociale. Et donc, il faudra, et nous y avons veillé lorsqu'on a dû refaire le décret d'inscription, que la régulation, ou en tout cas ce qui permet la mixité sociale, puisse perdurer. Mais moi, à titre personnel, je suis un peu admiratif de ce qui, des plateformes de concertation telles qu'elles existent en Flandre. Parce que là, les écoles ont un lien direct avec des structures associatives, avec des structures qui permettent de régler un certain nombre de problèmes. Et ça régule dès l'entrée la question des inscriptions un peu mieux et permet un peu mieux la mixité sociale. Donc, pour ne pas être trop long, ce sont des éléments qui ont retenu mon attention. Merci. Écoutez, je vais essayer de répondre à tout très rapidement, sans langue de bois. Je pense que c'est le mieux. Tout d'abord, les témoignages, et je vous remercie. Question de pénurie. Je pense profondément qu'il faut revaloriser la fonction. Il faut revaloriser la fonction, et quand on passe à 4 ans, et peut-être même à 5 ans, au niveau de la formation initiale des enseignants, il faut la financer. Il faut la financer. Donc je pense qu'on doit demain donner le barème adéquat à celles et ceux qui auront été masterisés. Première réflexion. Alors, quand on met l'enfant à côté de la maison, etc., c'est pas grave. Ce n'est évidemment pas ce que je pense et ce que je veux dire. On ne dit évidemment pas qu'on s'en fout. Et je le dis clairement et ouvertement, je suis pour une école publique, unique et laïque, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens républicain du terme. Donc je n'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais je pense que la question de neutralité est une question essentielle. J'ai parlé tout à l'heure du caractère de l'enseignement, etc. Je pense que c'est quelque chose pour moi, et en tout cas pour le Parti socialiste, essentiel. Alors, l'argent, donc l'enveloppe fermée, moi j'ai envie de revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. S'il y a dans une même rue 2 écoles qui ont 2 options, plus ou moins les mêmes, l'une en face de l'autre, c'est parce qu'il y a des réseaux. Hein. Donc ça, qu'on le veuille ou non, sinon il n'y aurait pas 2 écoles, une en face de l'autre, avec les mêmes options. Alors, la fusion est économique. J'ai envie de dire OK. Mais si c'est pour aller vers un réseau unique, public, comme je le disais tout à l'heure, je veux bien qu'on ouvre le débat. Je n'ai aucun souci avec ça. Et je veux bien qu'on ouvre le débat, de toute façon, parce que je suis bien trop respectueux des règles et surtout des convictions des uns et des autres. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est rationalisé au niveau de l'officiel uniquement pour aller financer du privé, je l'ai dit, vous aurez un adversaire redoutable. Donc je n'ai vraiment aucun souci avec ça. Donc il faut voir dans quel cadre on s'inscrit. Et je rappellerai quand même que, parce qu'on dit toujours un enfant égale un enfant. Et moi je suis super d'accord avec ça. Hein. Je ne dirai jamais, vous ne m'entendrez jamais dire qu'un enfant n'est pas égal à un autre enfant. Par contre, une école n'est pas égale à une autre école. Un pouvoir organisateur n'est pas égal à un autre pouvoir organisateur. On a des droits, on a des devoirs. Si on le fait, on doit avoir les mêmes droits. Ok, d'accord, mais alors on doit avoir les mêmes devoirs aussi. Ça pour moi c'est un élément essentiel. Alors sur les baronnies, ça existait. Je pense qu'il y a une 20aine d'années d'ici, ça existait. Ça existait beaucoup plus que maintenant parce que notamment les règles ont changé aujourd'hui.
Aujourd'hui, on ne peut plus désigner quelqu'un comme ça. Alors, la problématique de la pénurie n'aide pas, ça, je peux l'entendre, mais aujourd'hui, vous avez des règles de temporaires prioritaires, etc. Et donc, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut. Et si ça existe encore à certains endroits, je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas l'accepter. Mais par contre, je dirais toujours que je préférais toujours une structure où les administrateurs ont été élus démocratiquement, une structure pluraliste, qu'une structure où on se coopte les uns et les autres. Ça, je pense que c'est essentiel pour un enseignement officiel fort, en tout cas. Alors, pour revenir sur la réflexion de Madame par rapport au décret inscription et le fait que des parents réfléchissent à l'école primaire pour pouvoir ensuite mettre leurs enfants dans telle école secondaire, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on a voté une modification du décret inscription qui entrera en vigueur en 2023, où le critère, je pense que c'est Madame là qui posait la question, le critère école primaire, école secondaire sera beaucoup moins pris en compte que le critère domicile, école secondaire, et donc il y a beaucoup plus de liberté de choix des parents, et je tenais à le préciser. Ensuite, toujours pour le décret inscription, vous avez parlé de la mixité sociale, elle est importante pour nous aussi, mais à double sens. Et c'est ce qu'on a voté dans le nouveau décret, c'est un pourcentage réservé aux élèves à ISE faible et un pourcentage réservé aux élèves à ISE plus fort. Donc ça a été pris en compte. Voilà pour le décret inscription. Ensuite, pour répondre à Madame qui dit « Certains se cachent derrière une guerre scolaire potentielle ». Pour ne pas parler d'économie, sachez qu'au MR, on n'a aucun problème, aucun tabou à parler d'économie. Vraiment. Donc, sans langue de bois. Et si on peut faire des économies parce qu'en supprimant, par exemple, 2 services RH, 2 services juridiques, en commençant par l'officiel, évidemment qu'on est pour. Et ça devrait être chiffré d'ailleurs, je pense, pour motiver certains à aller faire ce genre de rapprochement ou de fusion, en tout cas dans l'officiel, comme je l'ai dit. Pour le libre, je ne me cache pas derrière une guerre scolaire pour ne pas vouloir fusionner le libre avec l'officiel. Je l'ai dit en commençant, nous, en tant que libéraux, on est pour la liberté de choix des parents, la liberté pédagogique des écoles, et on trouve que c'est une richesse d'avoir plusieurs projets pédagogiques différents, qui soient portés par le libre ou par l'officiel. J'ai entendu par contre parler de rendre finalement, si j'ai bien compris, le libre comme un réseau privé. Ben là, il va falloir aller dire à 50% des parents et des élèves qui vont devoir payer les frais de la scolarité de leurs enfants. Et ça, je pense que ce n'est pas possible. Donc nous sommes pour le subventionnement plus équitable entre les réseaux. C'est même pas nous qui le voulons, c'est les accords de la Saint-Boniface et la Cour constitutionnelle qui nous y contraint à le faire beaucoup plus tôt que ce que le CDH ne l'avait prévu, donc pour 2022. Voilà, alors ce que je vous propose, parce qu'effectivement, je suis le gardien du temps, il y a des agendas très chargés en commission, etc. Ce que je vous propose, c'est que Calvin Suarez voulait réagir à un tout petit truc. Vous allez le faire. Ensuite, je pense qu'il y avait 2 questions. On ne va pas revenir avec chacun parce que ça va être trop long et je pense qu'il y a certains qui doivent être libérés. Par contre, ce que je vous propose, c'est que vous émettiez votre réflexion en public et puis après, on y répond de manière un petit peu plus informelle autour d'un lunch et ça permettra à chacun qui doit être à l'heure et à temps de faire ça. Donc voilà, vous pouvez vite réagir parce que je pense que vous aviez une petite correction à émettre. Oui, bonjour, je me présente, Div Kamel, membre du Cercle de Libre Pensée à Bruxelles. Donc, il y a plusieurs propos qui ont été tenus qui m'ont un peu interpellé. D'abord, je voulais revenir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est sur les réseaux, est-ce qu'il faut fusionner les réseaux, ainsi de suite et tout. Et moi, au départ, je me disais, bon, on va aller parler, l'un ou l'autre a touché à cet aspect des choses, sur la philosophie des réseaux. L'enseignement sert à quoi en définitive? L'instruction sert à quoi? Moi, ce qui me met vraiment très en colère, c'est que quand je vois, j'ai des amis et des parents d'enfants qui sont obligés d'inscrire leur enfant dans des écoles catholiques parce qu'il n'y a pas de place dans un réseau officiel neutre. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Et on vient de me dire la liberté de choix. Alors, il y a les engagés maintenant, c'est les engagés maintenant. Okay. Vous avez parlé de la subsidiarité. Il faut dire d'où vient ce concept. Ça vient de l'époque de Rerum Novarum, c'est un concept de l'Église catholique, pour mieux détruire les services publics.
Il est mis en œuvre au niveau de l'Union européenne, il est mis en œuvre actuellement au niveau fédéral et dans les régions pour détruire les services publics. Et c'est ce qui se passe. On est en train de détruire le service public d'enseignement en Belgique. Quand je suis arrivé en Belgique, la première chose, j'étais étonné, je voyais ce petit pays. Je me dis, ben, c'est quoi ce petit pays? Il n'a aucune ressource, ainsi de suite, à part les colonies. Et pourtant, c'est une force industrielle incroyable. Et j'ai appris que ce pays avait des capacités économiques importantes à cause de son réseau d'enseignement qui était de très grande qualité. Comment peut-on expliquer que d'un seul coup, le réseau d'enseignement public en Belgique a coulé à ce point-là? Donc il y a un problème de financement qui se pose derrière tout ça. Parce qu'à partir des années 80, on a liquidé les budgets de l'enseignement. Une petite parenthèse, dire qu'il faut mieux répartir les moyens, ça me fait penser à Macron. Hein. Je vois Macron à la télévision, mais non, l'hôpital. C'est une question de répartition des moyens, c'est tout. Il y a assez d'argent. Je finis. Donc, je disais que pour nous, libres penseurs, on est pour la liberté d'enseignement. Donc, chacun peut inscrire son enfant dans un réseau privé, mais qu'il se finance lui-même et que l'argent public doit aller à la seule école publique. Donc voilà, je regrette d'avoir pas pris la parole plus tôt, parce que j'aurais pu développer d'autres. Mais je tenais à remercier le local d'avoir organisé quand même ce débat. Donc voilà, une dernière réflexion peut-être, et puis ensuite... Oui, bah, je ne vais pas être long, je remercie aussi le CAL. D'abord, il y a une chose qui a l'air d'être commune à tous, si je ne me trompe, et si vous devez l'un ou l'autre doit corriger, qu'il corrige, mais vous êtes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les parents n'accordent plus aucun intérêt, l'indifférence totale par rapport à un réseau confessionnel ou non confessionnel? Ah, c'est ce que vous avez quasi tous dit. Mais bon, on est quand même dans la maison de la laïcité, c'est le CAL. Je suis quand même fort étonné de cette... Excusez-moi, mais vous avez tous commencé par ça, hein, indifférence... Bon, bref, ok, je résume. Pour ce qui est de la position des engagés... Oui, tout à fait. Pour ce qui est de la position de ex-CDH, les engagés, Monsieur de Grieck, vous êtes parfaitement dans la ligne de Marcel Prévost qui, le 13 mars 2022, donc à l'inauguration même des engagés, donc je vois nouveau nom, nouveau logo, nouveau manifeste pour le CDH. Qu'est-ce qu'il y a derrière le changement des engagés? Il faut surtout mettre fin à la guerre scolaire, je cite Maxime Prévost, et à la concurrence terrible entre les écoles. Avance Maxime Prévost, qui pousse l'idée d'un seul réseau harmonisé et autonome, avec financement égal, pas de distinction enseignement libre ou officiel, la gestion des écoles officielles étant alors déléguée à des ASBL. Donc, le CDH, ex-CDH engagé, est pour la suppression d'un service public d'enseignement. Voilà. L'avantage, c'est que la position est claire, elle est nette et elle est précise. J'entends énormément parler du pacte d'excellence. Vous avez tous effectivement aussi l'air de dire qu'il y a des très bonnes choses dans le pacte d'excellence. Je ne suis pas un expert, je suis travailleur de la santé, pas de l'enseignement. Mais je sais que des secteurs syndicaux ont bien analysé les choses, que d'autres secteurs ont bien analysé les choses, et que finalement, le pacte d'excellence n'est que les premières démarches d'une future marchandisation de l'école, asbéisation de l'école, etc., etc. Je termine pour ne pas vous embêter. Je constate... Oui, il faut arrêter avec, s'il vous plaît, pas de guerre scolaire. La guerre scolaire n'a jamais arrêté, le CEGEC n'a jamais arrêté sa guerre contre l'enseignement public. Il faut arrêter de dire qu'on ouvre une guerre scolaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle n'a jamais cessé. Elle ne cessera jamais, sauf quand on aura une école publique laïque, seul réseau d'enseignement financé par les fonds publics. Alors, voilà, donc arrêtons de parler de guerre scolaire, s'il vous plaît. Elle n'a jamais arrêté. Je rejoins le camarade, et je m'adresse en particulier à M. Léonard, camarade. Tu es pour le combat pour une école publique laïque, tu l'as dit, et je t'en remercie et je t'en salue. Je rajoute, seul réseau d'enseignement financé par les fonds publics. Merci. Une toute dernière remarque, deux dernières remarques. Les deux mots. Personne n'a parlé de la liberté de conscience de l'enfant. Deuxième chose, par rapport à l'enveloppe fermée, elle sera d'autant plus fermée qu'on reconnaît de plus en plus
toutes les écoles confessionnelles possibles et imaginables, catholiques, islamiques, israélites, bientôt bouddhistes, etc. Oui, ça forcément, si l'enveloppe reste fermée et qu'on ouvre encore des écoles confessionnelles, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas d'argent. Vous voulez de l'argent public? Votez contre les crédits de guerre. Votez contre les dictats de l'OTAN d'imposer 2,5% du PIB aux dépenses militaires. Je vous remercie. Alors, on sort un peu du débat, donc voilà. En tout cas, ce qui est... Tout à fait. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup à tout le public qui était là. Je crois que c'était quand même assez intéressant. En tout cas, il y a des constats, il y a des pistes de réflexion qui ont été posées. C'est l'avantage, effectivement, de parler de ça dans un cadre un petit peu plus serein. Et voilà. Le prochain Midi Pile, ce sera sur la prison et les... Voilà, maison de détention le 29 juin, donc n'hésitez pas à faire diffuser l'info. En tout cas, merci. N'hésitez pas non plus à manger. Et puis voilà, bon après-midi.